Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa pour cette nouvelle édition de Sans Rancune. De la Côte d'Ivoire, il en sera question dans cette émission parce que, comme vous le savez, ces dernières semaines, plusieurs attaques survenues dans ce pays ont amené les observateurs à s'interroger sur la portée du processus de réconciliation enclenché par le nouveau régime en place dirigé par Alassane Dramane Ouattara. Alors, la Côte d'Ivoire va-t-elle replonger dans ces vieux démons? C'est l'une des questions que nous comptons poser à notre invité ce soir, qui n'est autre que son Excellence Adama Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout de venir échanger avec nous sur un sujet aussi sensible qu'important. Donc, je crois, moi, que vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger, de parler avec vous de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, je porterai certainement un rectificatif quand vous parlez que la Côte d'Ivoire n'est pas définitivement sortie de la tourmente. Nous ne sommes plus dans une tourmente. Nous sommes engagés dans un processus qui est irréversible. La tourmente, elle est passée. C'était une période de 10 ans. C'était la crise post-électorale. Elle est désormais révolue. Nous sommes dans un processus aujourd'hui qui est irréversible. La Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin de la reconstruction, le chemin du progrès et du développement. Nous voulons renouer avec les 20 glorieuses années précédentes sous le président Houphouët-Boigny. Donc la tourmente, c'était un mauvais rêve. C'était une parenthèse. On aura largement le temps et l'occasion de revenir dans cette émission sur ces événements qui m'ont permis de parler de tourmente. Alors, je vous présente ceux que vous connaissez déjà qui sont avec moi dans l'émission. Annie Payette qui revient de vacances. Annie, bonsoir. Bonsoir, Gilles. On retrouve le Sénégal en vous, dans vos coiffures, dans votre manière d'être vêtue. J'ai encore les tresses du Sénégal et la tenue, tant mieux. Alors ça va, c'était bien les vacances, on a bien profité. C'était très bien. Changement de climat un peu compliqué entre Yaoundé et Dakar. Il y a quand même un gap, mais ça va. En tout cas, je crois que c'est les téléspectateurs de Sans Rancune qui sont ravis de vous retrouver. Et vous revenez également avec ActuNet. ActuNet, effectivement, et s'il y a bien une personnalité politique africaine assez célèbre sur les réseaux sociaux, c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui a pas moins de 6000 followers, c'est comme ça qu'on appelle ça sur Twitter, et presque autant sur Facebook. Comme vous pouvez l'imaginer, donc ces tweets sont très suivis parce que c'est quand même la deuxième personnalité de l'État. Et justement, il a tweeté quelque chose qui a fait bouger la toile. Alors, mardi dernier. Mais vous ne saurez pas de quoi il s'agit tout à l'heure. Vous nous en parlerez tout à l'heure en fin d'émission, en sortie d'émission. Attendons tous le tweet de Guillaume Soro. Alors, notre chroniqueur politique, Xavier, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Alors, très heureux. Alors, les applaudissements du public ne trompent pas. Vous êtes définitivement la véritable star de cette émission. Non, pas du tout, pas du tout. Mais face à l'ambassadeur qui est là, qui n'est jamais venu ici pour la première fois, je crois que sa place est toute méritée de vedette et d'artiste. D'accord. Merci en tout cas, Xavier. Vous êtes là et votre chronique va s'intéresser au sujet principal, à savoir la Côte d'Ivoire. Vous avez quelques interrogations et vous allez partager cela avec nous ainsi qu'avec nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je me retourne vers l'ambassadeur, son Excellence Dosso. Tout à l'heure, je parlais dans mon introduction de tourmente, parce que visiblement, c'est vers ça qu'on est en train de se diriger. Il y a une série d'attaques qui ont démarré, si je m'en tiens à mes fiches, depuis au moins le 8 juin, et ça n'a pas cessé finalement. Et on sait aussi, pour ceux qui ont un peu de la mémoire, que la première crise en Côte d'Ivoire avait commencé par des attaques, des assaillants comme ça, et on a à l'époque toujours minimisé, mais cela a conduit le pays dans une crise qui est devenue, permettez-moi l'expression, presque interminable. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets cette fois-ci? Les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets parce que d'abord, ce n'est pas les mêmes causes. Le contexte est différent, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas dans le même contexte. Les événements de 2002, dans la nuit du 19 septembre, du 18 au 19 septembre 2002, ne se sont pas passés de la même façon. Il y a eu une attaque sur Abidjan qui s'est remuée ensuite en une rébellion qui s'est positionnée à Boaké, ensuite Korogo et Féké. Cette fois-ci, nous assistons à des attaques un peu ciblées qui se sont produites à Abidjan, à Dabou, à Bengourou, de façon sporadique. Mais nous les considérons comme les dernières convictions. Comme on le dit généralement chez nous, lorsque vous pêchez le poisson, il se débat d'abord sur la rive avant de mourir. C'est ce à quoi nous assistons, ce sont les dernières convictions. C'est le barreau d'honneur que tente peut-être certainement de lancer le régime défunt, mais je ne crois pas que ce soit quand même quelque chose d'aussi important. C'était quelque chose de planifié, de programmé. Les autorités avaient quand même toutes ces informations. Vous savez, c'est un régime qui se mue par moments dans un certain syncrétisme religieux,
ils auraient reçu certaines révélations qu'on appelle révolution céleste, qui leur auraient fait comprendre qu'il fallait qu'ils mènent des attaques depuis le 7 août jusqu'au 22 octobre. Donc ce sont 17 jours de combat qui leur apporteraient la victoire. Ben, je crois que les informations qui sont en possession des autorités compétentes attestent bel et bien qu'il s'agit de convulsions, il s'agit d'un plan savamment planifié par les autorités du régime défunt. À preuve, c'est que l'un des anciens ministres a été hier inculpé parce que ses portables et ceux qui avaient été interceptés, leurs portables ont été passés au crible par les fins limiers. Des messages se sont échangés entre eux et on s'est rendu compte en fait qu'il ne s'agissait de rien d'autre que d'une planification savamment menée par le régime défunt. Et je pense que les autorités ont pris les devants, ont essayé d'étouffer l'œuf, mais je ne pense pas que ça puisse donner quelque chose de plus grand. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus. Quand vous parlez des derniers spasmes, par exemple, d'un poisson qui va mourir bientôt, je suppose que vous avez quand même lu la sortie, vous avez quand même vu la sortie de Mamadou Coulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui estime qu'il y a encore 97 000 guerriers en Côte d'Ivoire. Est-ce que 97 000 peuvent être considérés comme les derniers? Il n'a pas dit 97 000, il a dit 100 000. Environ 100 000. 100 000. 100 000, selon lui, 100 000 combattants qui menaceraient la Côte d'Ivoire. Ce chiffre qui est d'ailleurs très faux. Si vous prenez les accords politiques de Ouagadougou, il n'y avait que 5 000 personnes qui étaient concernées par le programme de désarmement et de réinsertion, qui faisait partie des forces nouvelles. Et dans le cadre donc, du processus de la mise en œuvre des accords politiques de Ouagadougou, un certain nombre devaient être reversés à la fois dans l'armée, à la police, à la douane, à la gendarmerie. Et ceux qui ne répondaient pas aux critères que se fixaient les nouvelles autorités en fonction de la nouvelle armée qu'ils voulaient créer, donc les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ces personnes-là devaient pouvoir être mises à la disposition du programme national de réinsertion et de service civique, qui devait donc les orienter vers des activités génératrices de revenus qui pouvaient leur servir à quelque chose. Et ensuite, à ces 5 000-là, il faudra maintenant ajouter les supplétifs qui ont apporté leur concours donc, aux forces nouvelles dans le cadre donc, de la libération de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, ces personnes font l'objet d'identification depuis le 5 juillet. La prochaine étape, ça sera Boaké, ensuite Korogo et San Pedro et Mans. Ensuite, il y aura Abidjan. Et ces personnes-là, aujourd'hui, je peux vous dire que depuis avant-hier, il y a un décret qui a été pris, qu'on appelle le décret qui crée donc l'agence de réinsertion et des anciens combattants, qui est relié directement au président de la République. Et ces personnes-là, je ne crois pas que ce soit dans leur intérêt aujourd'hui, puisque le comportement civil aussi militaire est tenu en compte pour leur réinsertion. Donc, quand Mamadou Coulibaly parle de 100 000, c'est un chiffre erroné, c'est un chiffre à chiffre, pas du tout. Mais, monsieur, cependant, la crise post-électorale, on a quand même constaté, même si votre optimisme est tout à fait compréhensible, vous parlez uniquement de ceux qui portaient les armes, mais les personnes qu'on a vues très très nombreuses à Yopougon, à Marcory, à Treichville en train de tenir des meetings immenses, et ces gens qui n'étaient pas pour Ouattara, vous pensez qu'en 11 mois, vous avez rallié ces gens de manière à ce qu'ils soient de votre côté? Non, nous disons que ceux qui tenaient ces meetings aussi bien à Yopougon et ailleurs, il faut reconnaître que Laurent Gbagbo a eu 45% des voix. Donc ce n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a au moins 45%. Dans les 45%, il y a au moins 45% d'Ivoiriens qui ont voté pour lui. Mais tous ces 45% d'Ivoiriens n'étaient pas porteurs d'armes. Je comprends que ceux également qui le soutenaient doivent se rendre compte que le président Ouattara n'est pas le président du RHDP, du Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et c'est sur cette base-là, effectivement, qu'il travaille, sans distinction de chapelle, de religion, de couleur. Donc, ceux qui pensent qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir sa conviction politique. Mais ce que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire, quelle que soit notre conviction. Donc ceux-là, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient du PIT ou de l'UDCI, doivent comprendre que c'est la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, la seule personnalité qui incarne la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc on n'a pas forcément besoin de leur dire qu'il faut qu'ils se rallient à la cause du RDR. Bien entendu, vous savez que c'est dans la diversité que naît quand même la richesse. Mais donc il faut qu'il y ait leurs opinions, c'est tout à fait normal. Voilà, Excellence, pour revenir vraiment sur les chiffres de Mamadou Coulibaly que vous avez contestés, qui a les bons chiffres? Parce que je ne vous apprends rien. Vous savez que la manière dont le président Ouattara arrive au pouvoir, c'est tout sauf une manière pacifique. Et on sait que les combattants étaient difficiles à identifier. On a encore en mémoire, au lendemain de la victoire militaire de M. Ouattara, des hommes qui n'arrivaient plus à savoir vers quel sein ils allaient se vouer. Et il y avait des gens qui venaient de toutes parts. Qui, finalement, est concerné par ces affaires? Est-ce que ce n'est pas les mécontents c'est pas les mécontents qui se rebellent aujourd'hui, parce qu'on sait que quand on combat et on réussit à arriver au pouvoir, les hommes d'armes attendent des récompenses. Est-ce que tous ceux qui ont aidé Ouattara à prendre le pouvoir ont été récompensés? Est-ce que ce n'est pas eux qui réclament aujourd'hui leur part du gâteau? Non, ce n'est pas. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un butin, ce n'est pas un gâteau à partager, pas du tout. Et tout à l'heure, vous parlez de la victoire militaire. Cette victoire militaire, mais victoire militaire qui a été imposée par le contexte
que vous savez que vous n'ignorez pas. Ce n'était pas forcément dans son ambition d'arriver au pouvoir par des armes, ça lui a été imposé. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « j'y suis, j'y reste, on gagne ou on gagne », vous comprenez bien sûr ses ambitions et ses objectifs. Donc ça a été imposé à l'État de Côte d'Ivoire, aux autorités. Pour parler des chiffres, je vous dirais que vous aurez les chiffres exacts après le recensement qui a commencé. Parce que le président de la République a décidé de prendre en main lui-même cette question, pour la simple raison qu'il s'était rendu compte que les chiffres qu'on lui donnait fluctuaient de jour comme de nuit. On avait le PNRC qui avait un chiffre, on avait une autre structure qui avait été créée qui avait un autre chiffre, et finalement on ne savait pas quel était le chiffre exact. Mais nous savions que seules 5000 personnes étaient concernées dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, auquel il fallait donc ajouter les supplétifs. Vous parlez tout à l'heure effectivement de ceux qui se débattent. Je me ferais fort bien peut-être de ne pas vous livrer certaines informations peut-être sur le plateau. On en parlera peut-être. C'est la difficulté d'avoir un diplomate sur le plateau. Mais je peux vous dire que nous avons quand même un certain nombre d'informations qui attestent bel et bien que les attaques qui sont menées aujourd'hui ne viennent pas du tout du camp de ceux qu'on pourrait considérer comme étant des dissidents. Non. Vous savez, le régime défunt est passé de mettre dans un certain nombre de choses. Le vendredi, ils ont fait croire, par exemple, le samedi, que le siège avait été attaqué par des partisans de M. Ouattara. Alors, quand vous allez sur un site internet à la veille de cette attaque, le vendredi, qu'on appelle Coris Info, qui était un site internet proche de l'ancien régime, il y a quelqu'un déjà sur ce site-là qui annonçait déjà que le siège du FPI a été attaqué, il y a eu un véhicule brûlé, il y a eu 3 personnes blessées. Ça, c'était déjà le vendredi dans l'après-midi, alors que l'attaque n'a eu lieu que le samedi à 11h. Était-il un devin pour savoir ce qui se préparait? Là demeure quand même la brûlure. Donc pour vous dire qu'en fait, que ce n'est pas forcément des dissidents. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Parce qu'on se rend compte que le régime de Ouattara rejette tout ce qui lui arrive sur l'ancien régime. C'est trop facile. Sur des éléments palpables, sur des éléments crédibles, sur des éléments objectifs. Sur la base d'éléments crédibles et objectifs. Vous savez bien qu'au sein de l'armée ivoirienne et même au sein des forces nouvelles et ceux qui ont aidé Ouattara à arriver au pouvoir, il n'y a pas unanimisme. Vous le savez très bien. Vous savez quand même que... Vous savez bien qu'il y a quelqu'un comme celui qu'on surnommait le commandant invisible qui a été tué dans des conditions un peu troubles, ce qui démontrait déjà qu'il y avait une division et une scission dès la prise du pouvoir d'Ouattara. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas faire dans la facilité? Le commandant invisible n'a pas été tué dans des conditions troubles. Le commandant invisible avait pensé à l'époque qu'il était de son devoir d'organiser une transition. Nous n'étions plus dans une époque de transition. Il y a eu des élections, il y a eu un vainqueur, point. On ne parlait plus d'autre chose. Mais les élections ont été contestées, Excellence. Les élections ont été contestées par qui? Si vous voulez qu'on parle des élections, on en parlera. Mais les élections ont été contestées par qui? Par l'autre parti. Mais sur des fausses bases. Si vous prenez par exemple le code électoral de la Côte d'Ivoire, le code électoral vous dit en son article 64 que si vous constatez des irrégularités qui sont de nature à entacher la sincérité du scrutin, vous faites annuler le scrutin. Et vous saisissez la commission électorale indépendante pour faire répondre les élections sous 45 jours. En aucune disposition de la loi électorale, il n'est prévu ou il n'est reconnu la possibilité au président du Conseil constitutionnel de procéder à des annulations partielles des résultats. Et en plus de cela, il faut noter qu'en droit, il y a ce qu'on appelle statut ultra petita, statut au-delà de la prétention des partis. Laurent Gbagbo saisit le représentant de l'Organisation des Nations Unies au motif de contester 4 résultats des 4 départements. Le président du Conseil économique, du Conseil constitutionnel en ajoute 7. Donc il part au-delà de la prétention des partis. Alors que même la loi ne lui reconnaît pas cette compétence. Donc c'était une fausse contestation. Je vous dis que même avant les élections, on était tous au courant de ce slogan. On gagne ou on gagne. J'y suis, j'y reste. Mais Excellence, vous ne voyez pas que... Donc, ce n'était pas des contestations crédibles. La seule voie qui était ouverte au président du Conseil constitutionnel, c'était de procéder à une annulation pure et simple des élections. On les reprenait. Excellence, vous avez quand même des précédents dans d'autres pays où il y a eu une guerre civile. Ouais. Et au sortir de cette guerre civile, le discours est différent, apaisant. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que le vainqueur ne tient pas compte de ce discours. Non, pas du tout. Je m'inscris Je m'inscris en fausse. Vous permettez... Non, je m'inscris tout de suite en fausse sur ce que vous dites. Vous permettez que je Non, je m'inscris tout de suite en fausse sur ce que vous dites. Et je vous dis pourquoi. Le premier acte de réconciliation que le président Alassane a fait, c'est de dire, lorsque vous prenez Laurent Gbagbo, je ne veux même pas que vous touchiez un seul de ses cheveux. Il a été pris intact. J'en arrive. Oui, c'était très apaisant. Parce que si c'est lui qui avait été dans le contexte,
les zones ne seraient pas en train de vivre aujourd'hui. Non, Les zones ne seraient pas en train de vivre. Nous avons pour mémoire la situation du général Gueye Robert. Excellence, permettez que moi je vous arrête aussi à votre tour. Parce que si vous le savez, celui qui a réussi à réunir tous les protagonistes politiques en Côte d'Ivoire, c'est bien Laurent Gbagbo. Quand il a pris le pouvoir, il a réuni Alassane Ouattara, le général Gueye, autour de quoi? Konan Bédié. Autour de quoi? D'une table de négociation. Autour d'une table de négociation, vous le savez très bien. Laquelle vous le savez bien. Non, pas du tout. Oui, si. Non. Laurent Gbagbo l'a fait. Rappelez-vous. Je vous explique. C'est le premier qui a pu mettre. Je vous explique dans quel contexte ça s'est passé. Je vous explique dans quel contexte ça s'est passé. Quand il a pris le pouvoir, le général Gueye s'était retiré à Toulouse aux Alem. Et il était recherché. Et on ne savait pas où il était. Et vous savez généralement que, pour soit civil ou non, lorsque vous recherchez un militaire qu'il se met dans un lieu de camouflage, vous ne savez pas d'où il peut surgir. Et quand, si vous avez bien en mémoire ces images ce jour-là, regardez de quelle façon Laurent Gbagbo regardait le général Gueye Robert ce jour. Ah ouais. Nous, on ne va pas analyser les regards. Moi, je vous le dis. Il les a réunis. Il les a réunis. Il a même organisé à l'époque ce qu'on appelait le Forum national de réconciliation, qui n'était rien d'autre qu'une foire, où chacun est venu se défouler. Parce que même les recommandations qui sont sorties de ce forum n'ont jamais été appliquées. Ça, nous avons tous en mémoire. L'une des recommandations fortes de ce forum, qui était présidé à l'époque par le Premier ministre de Diarra, était qu'à la sortie donc, de ce forum, qu'on délivre un certificat de nationalité de M. Alassane Ouattara, ce qui n'a jamais vu le jour. Donc, mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara de se présenter aux élections. Oui, il s'est présenté aux élections parce qu'il y a eu un accord. Grâce à Laurent Gbagbo. Oui, mais en fait, vous savez, quand on regarde de près la constitution ivoirienne, quand vous dites qu'en son article 35, pour être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, il faut être père et des mères ivoiriens. Eux-mêmes nés des pères ivoiriens ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Juridiquement, c'est une notion creuse. Est-ce que le fait d'être détenteur d'un passeport d'un autre pays fait de vous un national de ce pays? Si tel était le cas, lui, je verrais également appliquer le statut de national burkinabé. Puisqu'en partant en exil en France en 1982, il a voyagé avec un passeport burkinabé. Donc on ne peut pas dire parce que tel a été détenteur d'un passeport d'un pays qui s'est prévalu d'une autre nationalité. Comment pouvez-vous analyser, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne ait ses frères et sœurs des mêmes pères et mères, soient reconnus ivoiriens que lui, on lui dénie la nationalité? Non, si vous permettez, Excellence Xavier, avec vos permissions, je ne souhaiterais vraiment pas qu'on revienne sur la nationalité d'Alassane Ouattara parce qu'on n'en terminerait pas. Comme vous le savez, les écoles s'opposent sur la question. Je voudrais vraiment qu'on reste sur les tensions de ces dernières semaines. Et j'ai envie de repréciser ma préoccupation de tout à l'heure, parce que vous semblez tout rejeter vers l'ancien régime, et je vous faisais remarquer que Ibrahim Koulibaly, qui a combattu pour que Ouattara prenne le pouvoir, a été tué dans des conditions, je l'aurais dit, encore un peu troubles, parce que visiblement, il semblait contester la manière dont le gâteau allait être partagé. Vous nous dites que c'est parce qu'il voulait assurer la transition. Est-ce que ce n'est pas ce type d'élément qui est en train de rebondir aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les anciens proches de Ouattara qui réclament une meilleure visibilité parce que tout le monde n'a pas pu être satisfait? Non, ce n'est pas du tout eux. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, le commandant Béhi ne faisait pas partie des éléments combattants des forces nouvelles à l'époque. Encore moins le commissaire Loba, encore moins le colonel Gouanou, qui étaient tous des agents de la garde républicaine et du camp Jean-Améry Dagba, qui sont aujourd'hui, ou encore moins le commandant Nyawa, qui sont tous exilés au Ghana. Donc ce n'est pas eux. Nous savons, les autres ont les informations, que ces opérations-là sont bel et bien planifiées depuis le Ghana par ces personnes dont je viens de vous donner les noms. Mais IB, à travers son commando invisible, a quand même fragilisé Laurent Gbagbo et a réussi. Si vous voulez que je vous parle du commando, si vous voulez que je vous parle du commando invisible, je vais vous en parler. Il avait environ 3000 hommes, si on en croit les chiffres qui circulaient à cette époque. Ce qui est faux. Où est-ce qu'ils sont? Ce qui est archi faux. C'est clair. Je vais vous parler. Ce qui est archi faux. Je vais vous parler du commando invisible. Et si vous voulez bien, au sortir peut-être de cette émission, vous enverrez certainement quelqu'un à l'ambassade, je vous donnerai une cassette. Un CD que vous pourrez visionner. Le commandant invisible avait des ambitions plus que personnelles. Il aurait reçu une révélation d'un marabout malien qui lui aurait dit que c'est à lui que revient maintenant le tour de gérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est pas quelque chose de monté. Ce vieux-là même aurait refusé d'aller même au pèlerinage parce qu'il ne pouvait pas être au pèlerinage pendant qu'Ibrahim Koulibaly va accéder au pouvoir. Il faut qu'il soit là. Et je vous apprends qu'au moment où vous pensiez qu'effectivement qu'Ibrahim Koulibaly était en train de combattre pour Alassane Ouattara, les mêmes jours, les miliciens qui étaient à Yopougon étaient nourris, blanchis et entretenus par Ibrahim Ouattara, par Ibrahim Koulibaly.
Vous estimez que son jeu était trouble? C'est un jeu trouble. Et ces hommes, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, ces hommes, vous les avez identifiés? Non, ces hommes, certains d'entre eux qui ont compris par la suite que le combat qu'il était en train de mener n'était pas le combat pour lequel ils avaient été appelés, mobilisés. Certains d'entre eux se sont désolidarisés de lui, ont rejoint le camp des forces républicaines. Et ceux qui ne l'ont pas fait, où est-ce qu'ils sont? D'autres ne l'ont pas fait. Et parmi ceux-là, je peux vous assurer aujourd'hui qu'à Bobo, parce que c'était là le bastion, un bon nombre a fait l'objet de désarmement. Monsieur l'ambassadeur, un très bon nombre. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la plupart de ceux ou des attaques qui se perpétuent aujourd'hui, si vous le voulez, je vous donnerai d'autres éléments d'information, mais c'est uniquement des anciens FDS qui sont en exil, les milices d'autodéfense qui étaient pour l'essentiel tous cantonnés dans la région ouest, et ensuite les mercenaires libériens. C'est eux aujourd'hui qui font la plupart de ces attaques. Et les mercenaires libériens, ils travaillaient à quel compte finalement? Ils travaillaient pour le compte de Laurent Gbagbo, ça c'est sûr. De l'autre côté, on dit qu'ils travaillaient. Ah non, jamais. Celui qui vous donne ces informations, c'est vraiment. Peut-être qu'il vivait sur une autre planète. Puisque d'après les rapports, chaque camp a eu aucun rapport n'a dit aujourd'hui, à notre connaissance, je veux dire bien, aucun rapport crédible, de quelque structure vraiment crédible que ce soit, n'a donné comme information que des mercenaires libériens ont combattu aux côtés des forces nouvelles. Je voudrais, pour ne pas laisser les téléspectateurs sur leur faim, vous étiez en train de répondre à une question suite aux éléments d'apaisement. Et on a cité tout simplement le processus d'insertion de rebelles, d'anciens combattants. On a cité l'agence de désarmement qui a été créée. Au-delà de ces deux actions concrètes qui n'ont rien à voir avec l'apaisement, vous étiez en train d'énumérer les actes d'apaisement et vous avez cité tout simplement un seul, que Ouattara a refusé contre Gbagbo. Alors, bon, continuez. Ça, c'était le premier élément, puisque vous avez... Alors, et les autres? Voilà, je disais d'abord que l'un des premiers éléments d'acte de réconciliation qu'il a fait, c'est qu'il a demandé que Laurent Gbagbo ne soit pas tué, qu'il ne soit pas touché. Ça, c'est le premier. Ça, c'était le premier. Ensuite, il a créé la commission dialogue vérité et réconciliation. Qui ne fonctionne pas. Qui fonctionne très bien. Peut-être c'est des points de... Selon l'angle dans lequel on regarde, nous savons que c'est une structure qui fonctionne très bien. Toutes les commissions régionales et au nombre de 36 ont déjà été installées, tout comme la commission d'Abidjan. Toutes ces commissions ont été installées. On a fini la phase de sensibilisation. Nous passons maintenant à la phase de déposition et après nous passerons à ce que vous pourrez peut-être appeler des formes de tribunaux au niveau traditionnel ou local, à l'image des tribunaux Gachacha que nous avons vus au Rwanda, où il sera donc donné l'occasion à la fois au bourreau coupable de s'expliquer et au bourreau de demander pardon et de rechercher le pardon en fait de la victime. Maintenant, on verra. Vous savez que généralement, quand on parle de commission de dialogue, vérité et réconciliation, il y a toujours une fonction de justice qui est quelque part. Et on verra, bien sûr, le cas qui relève vraiment d'un cas extrême. Ces cas-là seront remis à la commission, au tribunal. Je vous signale par la même occasion que la commission nationale d'enquête a fini son travail. Le rapport a été remis au président, que la séance tenante remis au ministre de la Justice, qui est à lui maintenant de donner une forme judiciaire et d'engager les informations judiciaires et les procédures qui s'imposent. Alors vous savez que la communauté internationale attend toujours que les coupables de l'autre côté, du camp des vainqueurs, soient traînés devant les tribunaux. Et comment vous allez faire une commission de vérité et réconciliation? Je mets un peu de l'eau dans le moulin. Voilà, je mets un peu de l'eau dans le moulin des avis, Excellence. Comment voulez-vous faire comprendre à ceux qui nous regardent aujourd'hui qu'on n'est pas dans une sorte de chasse aux sorcières? Quand on a eu les rapports que vous-même vous jugez de crédibles, qui établissent qu'il y a eu des violations graves commises par les deux parties, et que jusqu'à aujourd'hui, si je vous fais la liste de ceux qui sont inquiétés et arrêtés, ce n'est qu'un seul côté, c'est-à-dire les proches de Laurent Gbagbo. La moindre des choses, ne serait-ce que par souci d'équité, aurait voulu qu'en même temps qu'on frappe d'un côté, qu'on frappe de l'autre. Qu'est-ce qui justifie deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. La justice ivoirienne n'est pas l'image des tribunaux de Nuremberg. Ce n'est pas un tribunal des vainqueurs. Le président l'a dit, il mettra fin à l'impunité. Mais les faits sont têtus, Excellence. Oui, les faits sont têtus. Peut-être que nous n'avons pas la même façon de voir ou d'évoluer. Moi, je vous dis tout de suite que, d'abord, si vous me le permettez, je dis tout de suite que dans un premier temps, tous ceux aujourd'hui qui sont inculpés, parce que généralement on fait allusion à Laurent Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a inculpé, c'est la Cour pénale internationale. C'est un peu un raccourci. Ce n'est pas du tout un raccourci. Est-ce que de votre point de vue, ou bien de votre point de vue, ou à votre connaissance, vous saviez que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décerné un mandat d'arrêt? Avec et la Côte d'Ivoire a facilité. Qui a facilité. Mais la Côte d'Ivoire l'a facilité. La Côte d'Ivoire n'a fait que s'engouffrer. En d'autres termes, on pourrait dire que ce régime, le régime de M. Ouattara, a livré Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. C'est le moins que l'on puisse dire. Le régime ne l'a pas livré. Le régime n'a fait que prendre acte de ce que Laurent Gbagbo lui-même l'avait souhaité.
je vous explique. Et je vais vous expliquer. Lorsqu'il y a eu les événements de 2002, au mois de mars 2003, Laurent Gbagbo a écrit à la Cour pénale internationale pour demander de venir enquêter sur les violations qui avaient À l'époque, il était encore président. Il était encore président, en 2003. Je vous ferai l'économie de certaines choses. Mais de la position où j'étais, j'ai vu un certain nombre de documents passer où la Cour pénale internationale demandait incessamment à venir effectivement commencer son travail. Mais il y a eu un blackout, une obstruction totale. La Cour pénale n'est jamais venue. Et viennent les événements donc de 2011, la crise post-électorale, qui a donc son dénouement. Au mois de mai, on a au moins en droit ce qu'on appelle le principe de la continuité du service public. L'État ne s'arrête pas parce que tel est parti. L'État continue. Donc, nous avons le président Ouattara prenant acte donc de sa demande à l'époque à la Cour pénale internationale, a donc réactualisé cette demande au mois de mai 2011 et ensuite au mois de juillet 2011. Et la Cour pénale donc a décidé donc de venir connaître donc de ces violations qui ont été faites. Mais plus, la Cour pénale même a décidé elle-même de remonter jusqu'en 2002 pour connaître de toutes ces violations. Donc la Côte d'Ivoire est sereine, les autorités ivoiriennes sont sereines, comme le dit le président Guillaume Soro. Non assiémenté. Je suis serein, j'attends. Puisque vous parlez de Guillaume Soro, vous savez que c'est la personnalité la plus indexée. Il a dirigé une rébellion, même si aujourd'hui il est le président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé la rébellion. Il a dirigé la rébellion en tant que quiche. Est-ce qu'il avait le commandement militaire? En tant que chef de guerre. Il n'était pas chef de guerre, monsieur. Je vous apprends qu'il était... le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro était le responsable. Non, c'était le responsable. Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. En droit, on fait généralement la distinction. Il ne faut pas faire d'amalgame. Monsieur Guillaume Soro était le responsable de la branche politique. Aviez-vous connaissance de ce qu'il était commandant militaire? Excellence. Ce que vous dites est grave et ce serait trop facile. Vous savez bien que c'est le politique qui donne la décision. Tout à fait. On pourrait dire en Syrie aujourd'hui que Bachar el-Assad. Quand le politique donne, c'est Guillaume Soro qui dirigeait la rébellion. Quand il donne l'instruction, il est reconnu également à ceux à qui on donne l'instruction. Au moins comme commanditaire. Non. Guillaume Soro. Pas au minimum. Pas du tout. Comme commanditaire. Pas du tout. Nous avons un exemple. Nous attendons que cette soit établie. Mais excellent. On a un exemple récent. Oui, qui a été battu après. Je sais de quoi vous voulez parler. Voilà. Bemba n'a jamais tenu les armes. Oui, Bemba n'a jamais tenu les armes. Mais vous conviendrez, il a été effectivement incarcéré. Mais je vous apprends en même temps que dans le cadre de ces auditions, qu'aujourd'hui, l'officier militaire qui était en poste là-bas à l'époque a battu en brèche aujourd'hui tout ce que le travail du procureur qui avait été fait. Il a bel et bien démontré qu'il n'était pas du tout au commandement militaire. Et aujourd'hui, je vous apprends, même ce soir, j'étais en train de regarder un documentaire tout à l'heure, qui remet effectivement en cause le travail mené au Campo. Est-ce que vous le savez? Dites-moi. Non. Donc, on ne peut pas dire vous allez appuyer la défense de Guillaume Soro sur le fait qu'il n'était pas commandant. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. Vous n'avez rien à se reprocher. Rien du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, juste un peu du contraire. Tant qu'une notification ne lui a pas été faite, attestant effectivement que sa culpabilité est en jeu, je considère Guillaume Soro aujourd'hui comme étant quelqu'un d'innocent. Est-ce que ce n'est pas parce que Guillaume Soro fait peur à Ouattara qu'on le protège? Mais ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas Ouattara qui dirige la Cour pénale internationale, à ce que je sache. Mais comme vous le savez, c'est une cour à tête chercheuse. Non, pas du tout, ce n'est pas une cour à tête chercheuse. Moi, je m'insurge forcément contre cette conception. Généralement... Je ne suis pas le seul qui le dit. Ça, c'est la conception des Africains. Et c'est dans cela que je vais saluer la présidente. Jacob Zuma, je peux vous citer Jean Ping, je peux vous citer Théodore Obiangema. Vous voyez que je ne suis rien à côté de cette grosse personnalité. Ce sont des grosses personnalités, mais en même temps, je salue également la présidente du Malawi, parce qu'en Afrique, il faut avoir le courage d'assumer ses actes. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Elle a refusé de recevoir sur son territoire le sommet de l'Union africaine parce que si le président soudanais venait, elle allait mettre le grappin sur lui. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui tous ces continents. C'est ces continents qui peuplent notre terre. Y a-t-il un conflit aussi percévé par des parts et d'autres, mieux qu'en Afrique? Citez-moi un seul pays aujourd'hui en Europe ou peut-être même en Amérique ou ailleurs où après des élections, on a toujours des contestations qui se terminent toujours par des crises. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que c'est une cour à tête chercheuse, ça, c'est leur opinion. Mais moi, j'estime que, pour ma part, c'est une cour qui, pour moi, est une forme de révolution dans le cadre du droit international et que c'est une cour qu'il faut soutenir. On ne peut pas demander une chose et son contraire à la fois. Ou vous adhérez, ou bien vous n'adhérez pas. Avant la pause, Excellence, revenons sur la justice à deux vitesses. Oui. Parce que, je reviens là-dessus, vous savez bien
comment la rébellion a déclenché en Côte d'Ivoire. Vous le savez, Laurent Gbagbo a été élu en 2000. De façon calamiteuse. Quel que soit ce qu'on peut en dire. Ça, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Quel que soit ce qu'on peut en dire. Ce n'est pas moi qui le dis, de façon calamiteuse. Quel que soit ce qu'on peut en dire. Non, mais je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Quel que soit ce qu'on peut en dire, Excellence, il a été élu. De façon calamiteuse. Je crois qu'à l'époque, toute la communauté internationale et tous ceux qui observaient avaient reconnu sa victoire, y compris le président actuel. Alors, Laurent Gbagbo... Pas le président actuel. Si vous parlez de chaos, la victoire de Alassane Ouattara était plus dans le chaos que celle de Laurent Gbagbo en 2000. Oui, non, mais j'en arrive. Pas pareil. Le président Ouattara n'avait pas reconnu les élections en 2000. Qu'est-ce qu'il avait dit, Excellence? Rafraîchissez-nous la... Que ce soit le président Alassane, que ce soit le président Bédié, dont les candidatures avaient été à l'époque écartées par le magistrat Tiakone. Il y a eu les élections. Le président Ouattara n'a jamais reconnu ces élections. Il a demandé à ses partisans de prendre acte et de les regarder et de ne pas faire de manifestations. Il n'a jamais dit que je reconnaissais la victoire. Prendre acte voulait dire quoi? Non, je constate. Constater que Laurent Gbagbo a gagné? Je constate qu'il a... Je constate. Que Laurent Gbagbo a gagné? Non, je constate. C'est pas qu'il a gagné. Je constate. Voilà. Je constate qu'ils ont organisé une élection et qu'on dit que c'est lui qui a gagné. Je constate. Alors je poursuis mon film. Laurent Gbagbo a fait à peine 2 ans au pouvoir. Oui, 2 ans. Il est attaqué par une rébellion. Et ça ne s'est jamais terminé jusqu'à son arrestation, on le connaît. Et celui qui se réclame de cette rébellion s'appelle Guillaume Soro et c'est lui qui dirige les négociations aujourd'hui. Et on sait tout ce que la rébellion a pu Quelle négociation? Tous les accords qu'il y a eu à avoir. Guillaume Soro était le porte-parole des forces nouvelles. Depuis l'Isaz Marcoussi au moins, où il fallait un visage pour la rébellion, c'est Guillaume Soro qui a assumé ce visage en disant ce qui se passe, c'est moi. Alors, est-ce que vous voulez nous démontrer aujourd'hui que Guillaume Soro n'a rien à voir avec les massacres que la rébellion a pu commettre dans une partie de la Côte d'Ivoire pendant un certain nombre d'années? Je le dis avec force et conviction, et je le répète. Expliquez, démontrez-nous ça, c'est quand même curieux. Non, il n'y a pas de curiosité ou... Ça veut dire que je suis un homme politique, je sais que les militaires sont en train de faire des massacres à mon nom et je ne suis pas concerné. Non, ce n'est pas son nom, c'est pas son nom qu'ils ont fait ces massacres. Puisque c'est lui qui... Ce n'est pas au nom, oui, il représentait l'aile politique. Les massacres n'ont pas été commis en son nom. Est-ce qu'il y a une différence, Excellence? Il y a une différence. Quand on parle, si on parle d'aile politique et d'aile militaire... Ça veut dire que pour vous, Bachar el-Assad ne doit pas être inquiété? Non, Bachar el-Assad, il faut situer les choses dans le contexte. Non, il n'est pas dans la rue. C'est le président il faut gère la politique. Non, il faut situer les choses. À la limite, il n'est pas au courant de ce que l'armée fait. Non, il est au courant. Il est au courant, mais il faut situer les choses dans leur contexte. Il faut situer les choses dans leur contexte. La rébellion de la Syrie ou celle de la Libye est totalement différente de la rébellion dans laquelle nous étions situés. En quoi est-ce qu'elle est différente? Elle est différente dans la mesure où les événements de septembre 2002 jusqu'en, disons, jusqu'au mois d'avril 2011, puisque c'est là qu'a eu lieu le dénouement de la crise, il y a eu attaque effectivement de la ville d'Abidjan et de certaines villes, notamment Bouaké et Korobo, qui, à l'origine, était un coup d'État. Et le coup d'État qui a été donc déjoué et qui s'est remué donc en rébellion. Et un certain nombre de militaires à l'époque, qui faisaient partie des forces de défense et de sécurité, ont rejoint même cette rébellion. Il y a eu 2 ou 3 fois des combats qui ont été livrés. À l'époque où on parlait de la libération de la ville de Bouaké, et ensuite, je crois que c'était les seuls combats qui ont été livrés, et ensuite l'opération Dignité qui avait été menée en 2004, qui a avorté, et après ça, il n'y a plus eu de combat. Tout ce qui concernait les opérations militaires était dirigé, était commandé et commandité, ou planifié et programmé par les chefs militaires. Ils sont où ces chefs militaires? Il y avait le général Guillaume Michel. Il est où aujourd'hui? Le général Guillaume Michel, il est à Abidjan. Il est là, il est à Abidjan. Il n'est pas inquiété. Non, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui doit l'inquiéter. Pourquoi voulez-vous que ce soit nous qui l'inquiétons? Vous avez dit qu'il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Je vous rappelle à toute fin utile que ce n'est au début de ce mois d'août, madame, que la Commission nationale d'enquête a fini son travail. Le rapport a été remis au président de la République, quitte maintenant la justice de faire son travail. Donc vous voulez dire ensuite, les autres mandats qui ont été décernés, ce n'est pas le fait de la Côte d'Ivoire, c'est la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est qui il faut à quel moment? Elle informe la Côte d'Ivoire d'une décision de mandat et la Côte d'Ivoire ne fait qu'exécuter le mandat. C'est tout.
Alors, si vous permettez, je propose qu'on marque un petit qu'on arrêt. On va cette prendre par une pause. quelques Oui, on peut mails, sortir avec les mails, les réactions des téléspectateurs. Chaque fois, qu'ils nous sont envoyons le thème des très émissions à nos téléspectateurs Ils avant réagissent. quelques mails. Donc, on a Thierry Tamani qui nous écrit, ou Edraogo qui nous écrit du Burkina Faso et qui estime qu'il faut que Gbagbo revienne impérativement en Côte d'Ivoire pour une réconciliation définitivement amorcée. Émile Arsène Goethieu, qui écrit du Douala au Cameroun, la réconciliation est toujours possible, elle est même nécessaire. Et pour moi, ma foi, le peuple ivoirien doit se réunir, car, comme le disait le pape, il faut mettre de côté ce qui nous divise et prendre ce qui nous unit. Et ce qui unit les Ivoiriens, c'est la construction du pays et leur avenir. Trésor Aguidé, à l'allure où vont la réconciliation semble impossible à cause du transfèrement de Laurent Gbagbo. Comme celui de son prédécesseur, le pouvoir de Ouattara va être instable au vu de l'attitude de ses militants et la réaction des partisans de Gbagbo fâchés que leur chef ait été transféré à la CPI. Abdoul Aziz Dibrila, voyez-vous parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire et ce n'est pas chose aisée, car il est quasiment impossible des deux côtés. Il y a eu beaucoup de victimes et un seul côté, celui de Laurent Gbagbo, est inquiété jusqu'ici. Romuald Etienne Romuald Ngozo, la réconciliation est possible à moins que ces deux clans de régime politique s'unissent en apportant la sérénité. Laïla Njoya, où est Laurent Gbagbo pour que vous puissiez parler de réconciliation? Peut-être c'est par là qu'on va arrêter pour le moment. Je ne sais pas si l'ambassadeur... Non, je veux bien réagir effectivement sur cette question. Je n'ai pas trié les réactions, je l'ai trié. Oui, vous avez trié et ça me fait penser, ça m'amène tout à l'heure à un des éléments, lorsque M. Xavier parlait tout à l'heure des différents éléments de réconciliation que le président lui a posés. Le président a... La formation des deux gouvernements qu'il a eu à former a invité à plusieurs reprises les frères du régime défunt du FPI à venir participer au gouvernement. Ils ont refusé. Il les a invités. Ils ont refusé de participer aux élections législatives. Comme ils ont refusé de participer aux élections législatives, mais tout en gardant par devant eux l'argent qu'on leur a remis pour aller faire campagne. Vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne voulez pas, donc gardez. Vous gardez l'argent sur vous et vous dites que vous demandez à vos militants de ne pas aller voter, comme si c'est avec eux que vous avez partagé ce fonds. Vous gardez l'argent, les 125 millions, vous les gardez et puis vous ne partez pas aux élections. Voilà autant d'actes que le président lui a posé dans le cadre d'un processus de réconciliation. Ceux qui pensent qu'effectivement, que parce que Laurent Gbagbo est laïque, qu'il faut qu'il revienne, qu'il ne peut pas avoir de réconciliation, j'ai pour coutume de dire que généralement que ce n'est pas en vain que Dieu a mis dans l'abeille le miel et l'aiguillon. Ce n'est pas en vain qu'il y a dans votre corps ou dans mon corps le nerf et l'os. Parce qu'il faut également que l'esprit même fasse preuve de douceur et de fermeté. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans justice. Mais excellent, est-ce que si on demandait l'avis des 51 personnes qui ont voté pour Alassane Ouattara, vous êtes sûr 51%. 51%. Vous êtes sûr qu'ils voteraient par exemple au transfèrement de Laurent 54%. Gbagbo entre une paix 54%, madame. entre une paix durable 54%. 54%, je corrige. Entre une paix durable et une justice qui va peut-être mener le pays, on ne sait pas où, peut-être dans l'instabilité, qu'est-ce que vous aurez choisi? Non, il n'y aura pas du tout d'instabilité. Même si vous demandez aux 54%, je vous dirais même que parmi les 54%, il y en a même qui vous diront que quand le jour où Laurent Gbagbo avait été transféré, qu'on avait trop duré. Vous savez, on avait trop duré. Je vais vous dire une chose. Je pense que pour moi, pour qu'il y ait réconciliation, il y aura forcément 3 éléments dont il faut tenir compte, sinon 2 éléments principaux. Il y a l'aspect sécuritaire et la relance économique. Lorsque ces 2 aspects auront été maîtrisés et conclus, je pense que la réconciliation viendra comme cela. Mais la relance économique était possible sans stabilité. Oui, mais justement, c'est pourquoi je vous parle de cet aspect sécuritaire et relance économique. Les deux vont de pair. Alors, nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui qui, sortis des crises, s'engagent au moins dans une croissance économique de 8%. Avec beaucoup d'aides venues de l'extérieur. Mais il n'y a pas de remboursement. Nous avons atteint aujourd'hui le point d'achèvement du PPTE. On rembourse d'une manière ou d'une autre. Oui, on rembourse d'une manière ou d'une autre. Je le sais, mais je pense que c'est d'ailleurs une très bonne chose parce que figurez-vous que si aujourd'hui on procédait à l'annulation aujourd'hui de ces dettes-là, il n'était pas exclu que la quasi-totalité des États aujourd'hui qui poursuivent au PPTE puissent prendre les fonds qui devaient leur être restitués dans le cadre d'un appui budgétaire, ce qui ne résolverait pas du tout leurs problèmes. Comment comprendrez-vous qu'aujourd'hui la restitution ou le fait d'annuler certaines dettes aujourd'hui comprennent ça comme appui budgétaire pour payer des salaires, alors qu'on a peut-être des besoins de développement? On a des besoins d'infrastructures, donc c'est tout à fait normal. Dans le cas du contrat de désendettement et de développement, j'ai vu ici ce qui s'est passé au Cameroun après le point d'achèvement en 2006. J'ai même demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'effectuer une mission ici au Cameroun pour venir s'inspirer un peu du modèle camerounais dans ce qui a été fait dans le cadre du CD2. Ce qui a été fait d'ailleurs. Et nous avons vu que cet argent, avec l'apport de l'AFD et autres, cet argent a servi quand même à améliorer un tant soit peu le quotidien des Camerounais. Et ce n'est pas du tout mauvais en soi. Alors, permettez qu'on fasse la pause, Xavier, et puis on va revenir. Oui, Xavier, en 30 secondes. Parce qu'il
y a des gens, Excellence, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Peut-être que vous pouvez les aider en donnant des réponses. Depuis que le tribunal pénal international d'Haye, avec son démembrement d'Arusha, ont été installés, les premiers transfèrements entre l'inculpation et les arrestations ont mis au moins 5 ans. Lorsque la guerre de Bosnie a eu lieu, les premières arrestations ont duré au moins 4-5 ans. Lorsque la guerre de Sierra Leone s'est terminée, il y a eu à peu près 10 ans pour qu'on arrête Taylor. La rapidité, la diligence avec laquelle le transfèrement de Gbagbo, en quelques mois, a quand même surpris les gens. Pas du tout. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre? Je réponds à cela que lorsque la guerre de Bosnie s'est passée, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, il y a eu un certain nombre de chefs de guerre qui s'étaient réfugiés dans certains États. Et vous savez bien sûr qu'avec moi, que des pays comme la Serbie et autres, on leur avait posé comme condition d'entrer dans l'Union européenne, à condition qu'ils livrent des gens comme Milosevic ou bien Karadzic. Et donc ces personnes-là avaient constitué des poches dans lesquelles ces criminels de guerre s'étaient réfugiés. Et donc c'est parce que la pression était très forte que ces personnes-là ont livré ces gens-là aujourd'hui, parce qu'ils veulent accéder à l'Union européenne. Quand vous parlez de Charles Taylor, après, a eu bénéficié aussi de l'asile au Nigeria. Ça, je ne vous l'apprends pas. C'est pratiquement à la frontière avec le Cameroun ici qu'il a été pris, après Calabar, qu'il était en train de fuir. Donc, ce n'est pas du tout dans le même contexte. Nous avons assigné Laurent Gbagbo à résidence surveillée, ce que d'aucuns contestent aujourd'hui. Mais je leur réponds que c'était une mesure administrative. Une mesure administrative, on n'a pas besoin de... Il n'a rien à voir avec des pressions, des champs économiques, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on vous a donné l'argent d'un côté et Laurent Gbagbo de l'autre. Ça, c'est votre lecture. Moi, je dis que nous avons mis Laurent Gbagbo à résidence surveillée, ce qui est une mesure administrative. Et le jour où la Cour pénale nous a signifié son mandat de dépôt, on l'a donné. Voilà. C'est pas qu'on nous a dit, bon, vous prenez votre argent, enfin, on vous donne l'argent par là, on le récupère par là, non. Oui, mais ça, c'est une fausse lecture. Parce qu'avoir cette lecture, c'est comme si vous mettiez dans la même balance les familles qui ont été endeuillées, les gens qui ont perdu des parents, dans la même balance que des sommes d'argent. Non, on ne peut pas mettre sur la même balance le matériel et l'homme. Excellence, prenons une légère pause et nous revenons justement pour questionner la réconciliation en elle-même. Vous semblez très, très optimiste, c'est votre droit, mais les éléments de ces derniers jours peuvent justifier qu'il y ait des inquiétudes. Madame, Monsieur, nous marquons un arrêt et nous revenons sur le plateau de Sans Rancune. À tout de suite.